avoir peur, ça serait être bête, je pense, ou inconscient. Après, c'est le sang-froid qui joue avec ça. Et toujours quand on parle, mais t'es une nana, tu fais de la guerre. Pourquoi une nana? Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça change en final? Je voulais être photographe animalière sauvage dans la forêt tropicale, tu vois, quand j'étais plus petite. Et donc, dans le journalisme, j'ai trouvé un petit peu un côté aventurière qui me plaisait bien, évidemment. Mais il n'y a pas que ça, il y a le côté aussi vivre des moments historiques et essayer de les retransmettre comme on peut aux gens qui n'ont pas pu partir, quoi, qui sont restés sur place. Et j'avais pas du tout envie de servir le café dans une rédaction parisienne, donc du coup, j'ai essayé de me casser. Et j'ai trouvé cette chaîne qui venait d'être ouverte au Bénin. Et là, j'ai travaillé dans une chaîne de télévision africaine, comme un journaliste africain pendant 2 mois. Alors, c'était très drôle. La première fois que j'ai mis les pieds au bureau, j'arrive, on me donne un poste de travail et j'essaie de me connecter à Internet. Alors, on était quand même en 2008 ou 2009 à l'époque. Hein. Et là, je demande comment on se connecte. Il me dit, mais il n'y a pas Internet, quoi. Et là, j'ai appris à travailler, donc mon premier stage, à travailler sans Internet. Donc, à se faire des contacts, un carnet d'adresses, à vérifier les informations par soi-même, à essayer d'avoir des infos sur ce qui se passe pour être le premier sur place. Et je trouve que c'est une bonne école, finalement. Et le fait de travailler avec des gens qui ont une culture complètement différente de la sienne. On n'interprète pas le monde de la même manière. Et ça permet de vraiment avoir du recul sur la façon de montrer les événements, en fait. En tant que journaliste, on se rend compte que selon entre guillemets, le logiciel culturel que tu as dans le cerveau, une information n'a pas du tout la même résonance et n'a pas du tout la même signification, en fait. Je venais de terminer mon dernier stage en Guyane, à Guyane Première, là, pour RFO. J'ai été faire ma soutenance de licence en France et je suis partie au Liban pour continuer à apprendre l'arabe et l'anglais. Et donc toute seule, hein, et à essayer de piger là-bas, mais je me suis rendu compte qu'il y avait juste 40 millions de journalistes du monde entier qui étaient basés à Beyrouth. Tous les gens qui couvrent le Moyen-Orient sont basés là-bas. Donc autant te dire que quand t'as 20 ans, t'as pas ta place du tout. Et donc j'ai décidé de... Il y a un copain qui m'a donné un numéro de téléphone, quelques contacts. J'ai décidé de partir à Alep pour essayer de faire mes premières armes. Je prends un billet d'avion, j'avais 400 balles sur moi, une petite caméra pourrie. J'avais envoyé des mails au monde entier pour savoir s'ils voulaient des reportages radio, télé, presse écrite, web, ce qu'ils voulaient, je m'en foutais. Personne ne m'a répondu. Sauf la veille de partir, un rédacteur en chef d'une boîte de production assez connue à Paris me dit, bon écoute, quand tu rentres à Paris, montre-nous ce que t'as fait, quoi. Et donc je pars là-bas, donc j'arrive en Turquie, je traverse la frontière, j'arrive à Alep. Là je me retrouve avec 3 journalistes et qui sont tous kidnappés, sauf moi, et du coup je commence à bosser pour l'AFP, pour Arte, pour... Ils se sont fait kidnapper, dépouiller de leur caméra, de leur fringues, passeport, lunettes, thunes, enfin tout, quoi. Ils ont été relâchés en caleçon sur la ligne de front et récupérés par des habitants, quoi. Ça a été un peu la panique, le chauffeur est rentré en courant parce qu'il avait été libéré. Ils m'ont jeté un gun comme ça sur le canapé, ils m'ont dit enferme-toi, reste ici, tu bouges pas. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe et en fait, ils ont été libérés 2 jours plus tard, mais ils sont repartis directement en Turquie et je suis restée, quoi. Et voilà, ça a commencé comme ça. Je suis revenue à Paris, j'ai montré les images que j'avais pas vendues à cette fameuse boîte de prod, qui m'ont dit bon écoute, on signe avec France 5, tu repars un mois et on fait un documentaire, quoi. Avant de partir sur un terrain de guerre, on ne sait jamais si on est capable de surmonter ce genre de moment. D'avoir peur, je pense que c'est naturel, d'une certaine manière. Ne pas avoir peur, ça serait dangereux. C'est quand même ce qui provoque les réflexes chez l'être humain. Donc c'est quand même assez utile, parfois. Après, c'est le sang-froid qui joue avec ça. Ne pas avoir peur, ça serait être bête, je pense, ou inconscient. Mais après, savoir comment réagir avec beaucoup de sang-froid et gérer une situation, ça c'est autre chose. Quand j'étais à la frontière turque, je me disais, mais est-ce que je vais supporter les bombardements, les tirs? J'en sais rien, en fait, j'ai jamais vécu ça. Et à un moment arrivé sur place, je me rends compte qu'en fait ça va bien. Donc certes, ça fait toujours un petit peu peur autour d'eux, mais je gère bien la situation, je m'excite pas dans tous les sens, et je me dis, peut-être que je peux me rendre utile un peu à la société grâce à cet atout-là, quoi. Donc j'ai un atout, je vais essayer d'en tirer profit. Et c'est comme ça que je me suis dit, on va continuer sur cette voie-là, quoi. Bon, après, il y a quand même l'épisode au Liban où je m'étais fait tirer 17 balles de Kalachnikov dans ma bagnole quand même avant de partir. T'étais pas dans la bagnole. Oui, j'étais dans la bagnole. Ah. Oui. Et donc, du coup, déjà, je commençais à me douter que c'était quelque chose plutôt fait pour moi. Parce que j'avais pas trop stressé. Enfin, Enfin. Donc, c'est un truc au fur et à mesure qui se fait petit à petit, je pense, où tu te fais confiance de plus en plus. Et plus tu rencontres de situations, et plus tu adoptes des réflexes, et plus dans ta tête, tu sais, il y a ce genre de situation, donc il faut mieux réagir comme ça, ou aller voir machin, ou aller voir machin. Donc, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les vieux, c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience de vieux.
entre guillemets, hein, de gens qui ont beaucoup d'expérience. C'est pas méchant quand je dis ça, mais... Parce qu'ils ont vécu tellement de situations qu'ils ont des réflexes par rapport à ça. Donc c'est toujours bien de s'en inspirer. Comme toi, plus tu accumules d'expérience, mieux tu sauras réagir à une situation. Après, il faut faire gaffe à l'inverse, de pas s'habituer trop et du coup ne plus faire attention. Et c'est comme on dit, le plus d'accidents mortels sur la route, c'est sur le chemin du travail. Est-ce que les gens font plus attention? Donc au bout d'un moment, quand tu vois que tu ne fais plus attention que sur le terrain, ça fait 2 mois que tu es sur place, et que quand il y a un tir, tu réagis même plus, là tu te dis, il est temps d'aller prendre un peu l'air et de faire autre chose parce que là, je suis plus dedans, quoi. Pourquoi donc du coup cette envie? J'en sais rien, je suppose que c'est quand même un peu héréditaire, mais mes parents depuis toute petite m'emmènent toujours en randonnée depuis toujours. On traversait la France à pied, l'Espagne à pied. On n'avait pas beaucoup d'argent pour partir très loin, mais on était tout le temps en balade, quoi. On était tout le temps en mouvement. Et je crois qu'une fois que tu as goûté à ça, tu peux plus revenir en arrière. Je ne supporte pas de rester plus de 2 mois quelque part, quoi. C'est que là, je commence à déprimer à Paris, j'en peux plus. Heureusement que je repars bientôt. J'y arrive pas déjà, donc à ce côté-là où je me force pas, c'est que je me force à rester à Paris. Et j'essaie de me retenir de partir tout le temps dans tous les sens, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là. Je sais pas, je pense que il y a un côté liberté aussi. Parce que, tu vois, c'est pas pareil. Quand une prod m'envoie, il me dit t'as une semaine sur place, ça me fait pas vraiment rêver. Ça me fait toujours plaisir. Je me dis, bon, je fais le métier que j'aime, je vais être payé, là, là, là. Mais ça me fait pas rêver, tu vois, j'ai pas l'impression d'être libre. Je suis enchaînée par une prod, faut rendre des comptes, t'as un timing, t'as un budget. Quand je pars vraiment seule, comme la Syrie, comme j'ai pu faire en Irak ou dans plein d'autres pays, t'as une impression de liberté, quoi. Vraiment énorme. Euh, Tu pars à la découverte d'un pays, j'ai pas forcément envie d'avoir un sujet précis à l'avant, j'ai envie de comprendre, de prendre le temps, même des fois 2 semaines sans filmer pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et je trouve ça quand même mieux que de lire des bouquins, même si c'est très bien les bouquins, hein, mais tu comprends beaucoup mieux. Et je sais pas, c'est une envie irrépressible. Je pourrais pas vivre sans ça, sans me sentir libre, sans voyager, sans... Tu sais, c'est très stimulant intellectuellement d'être tout le temps confronté à de nouvelles choses. Moi, je m'ennuie, tu vois, quand je reste au même endroit à Paris. Et ça stimule énormément l'imaginaire, ça stimule, je sais pas, ton cerveau pour créer, pour penser. Tu mets tout en relief, ça te permet de voir ton pays différemment, ta culture différemment. On peut imaginer dans le Moyen-Orient ou en Afrique que ce soit plus compliqué d'être une femme, mais en fait, je retrouve pas que c'est le cas. Parce que peut-être au premier abord c'est plus compliqué, les mecs disent non, je t'emmène pas sur la ligne de front, non, c'est trop dangereux pour une femme et compagnie, mais une fois que t'as passé ce cap-là, que tu leur as prouvé que c'était bon, par contre, les mecs, ils t'emmènent partout, quoi. Moi, il faut savoir que j'ai toujours un peu de mal, on va me hurler dessus avec le mot féministe, je préfère le mot humaniste largement, même antispécisme si on veut, est beaucoup plus large. J'ai du mal à me dire qu'il faut se battre que pour un genre et qu'il y a beaucoup plus large, en fait, à mon avis, pour se battre. Donc on peut me hurler dessus, mais pour moi, le mot féministe veut dire que la femme est plus faible et qu'il faut plus la défendre. Et ça m'énerve, tu vois, de base. Je crois que le postulat de base m'énerve. Donc je me considère pas plus faible et j'ai pas envie qu'on me défende plus qu'un autre. Qu'on défende des humains ou même le vivant en général, ça m'intéresse beaucoup plus. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc m'intéresser particulièrement aux droits des femmes, moi ça m'énerve un peu, c'est qu'on me refourgue toujours des reportages là-dessus, quoi. Que du coup c'est vachement genré, tu vois, je trouve que c'est contre-productif de toujours donner ça à des femmes à faire, quoi. Euh, donc c'est intéressant la condition des femmes, tu vois, j'avais fait en tant que caméraman, j'étais pas réalisatrice, un reportage sur les femmes combattantes à Rojava, les femmes kurdes. Donc c'est fascinant, tu vois. Mais ce qui me fascinait, c'est pas des femmes, c'est qu'en fait, en plus du fait qu'il y ait des femmes qui combattent, il y avait une espèce de révolution sociale en interne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les Kurdes sont quand même musulmans, ça on l'oublie régulièrement, c'est quand même une société traditionnelle dans les villages. Et donc il y a une culture aussi de la femme combattante chez les Kurdes, et il y avait plein de jeunes filles qui, pour éviter le mariage, se barraient à l'armée en fait. Et c'était leur seule manière d'éviter le mariage. Et donc je trouvais ce fait-là hyper intéressant à creuser. Par contre, le fait de voir des nanas avec des kalachnikovs, je trouve pas ça particulièrement excitant. Ce qui était excitant, c'est de voir que même une jeune femme qui était combattante pouvait revoir son père, fumer devant lui, se dire qu'elle était célibataire. Par contre, les femmes n'ont pas le droit de se marier. Une fois qu'elles sont combattantes, c'est fini, hein, c'est pour la vie. Pas d'enfant, pas de mariage. Donc, et les hommes non plus, hein, donc l'un comme l'autre. Donc ça, je trouvais ça intéressant, mais c'est toujours un côté nunuche qu'on te demande à la télé, hein, les femmes, faut trouver une belle nana qui... Et ça m'énerve, mais bon, là on me refourgue encore les orphelins de Mossoul. Mais il y a autre chose aussi que j'ai découvert, j'étais très étonnée, c'est, tu vois, il y a une espèce de... J'ai un lobby, tu sais, comme dans toutes les communautés un peu, tu vois, que ça soit homosexuel ou quoi que ça, qui s'entraînent dans la télé. Et chez les femmes, c'est le cas. Comme il y a eu très peu de femmes reporters avant,
et que les anciennes reporters en ont énormément chié pour travailler, maintenant, elles favorisent que des caméramans femmes, camérawoman femmes. Et j'ai remarqué que j'ai eu plein de taf parce que j'étais une nana. Et en fait, elles voulaient une caméraman meuf. Et qu'il n'y en a pas des centaines qui peuvent partir sur des terrains de conflit. Et t'as un espèce de favoritisme, en fait. Et je trouve ça pas forcément juste, tu vois, parce que c'est pas forcément en fonction de mes compétences, mais en fonction de mon genre, en fait, que j'ai été prise. Et je trouve ça toujours un peu dérangeant aussi. Et toujours, quand on parle, mais t'es une nana, tu fais de la guerre. Mais pourquoi une nana? Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça change, en final? Évidemment, dans l'entourage, l'autre entourage, il peut y avoir une pression, mais tu te rends compte comment tu vas faire. Puis, il n'y a pas que le côté bouger tout le temps, c'est le côté financier aussi. Une instabilité financière totale, quoi. Et du jour au lendemain, on peut m'appeler dans une heure, on me dit, mais tu veux pas faire un tournage là-bas, et tu pars, et que machin. Toi, les gens, tu me disais aussi de pas être dans le cadre, mais je pense que maintenant, aujourd'hui, il faut être complètement cinglé pour être dans le cadre. Il faut être complètement. Il faut plus être humain, quoi. C'est tellement inhumain d'être dans ce cadre, de se lever à 8h, de se coucher à minuit, et de faire ses courses, et machin. Enfin, moi, ça me rend folle, quoi. C'est l'aliénation complète, quoi. Il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus. T'as vraiment plus avoir une liberté, la moindre liberté, tout est cadré, tout est. J'ai l'impression, c'est à moi, hein, je juge personne, mais quand je travaille dans un cadre, je travaille dans une boîte, même une boîte de prod, même un média, ou n'importe quel autre travail qui pourrait arriver, au bout d'un moment, tu as vraiment la situation dans laquelle est la société aujourd'hui, tu as besoin de collaborer d'une certaine manière. Et moi, ça me dérange, j'arrive pas à me regarder dans le miroir, quoi. Quand je sais ce que je fais pour avoir une conséquence négative, ou alors pas du tout d'impact et que ça sert à rien, j'ai l'impression de collaborer à une machine. C'est très compliqué là-dessus. Les médias, en plus, sont en plein dedans. Et, mais je me dis que j'ai pas envie de lâcher les médias parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui fassent ce travail un peu de pas collaborer en fait avec cette histoire de faire peur aux gens, de leur dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. À part quelques rares chaînes comme Arte ou LCP où tu peux développer un esprit critique à travers des reportages, mais pourquoi pas France 2 avec Cache Investigation, mais le reste c'est de la soupe quoi. C'est vraiment comment réussir à agglutiner des gens devant un écran pour foutre de la pub entre deux, quoi. Et c'est ce que Patrick Lelay avait dit sur TF1, c'est pas du complotisme, on est clairement là-dedans. Maintenant, quand tu diffuses un reportage sur la télé, ce qui m'arrive régulièrement, hein, encore maintenant, euh, on ne t'appelle pas pour te dire écoute, il y a des gens qui ont trouvé ça génial ou nul, ou. Non, t'appelle pour te dire les parts d'audience. Ce qui veut dire les recettes publicitaires. On va pas te féliciter sur le contenu de ton reportage, on va te féliciter sur le nombre d'audience. Et ce qui est absurde, tu vois, pour moi, ça ne veut rien dire, tu vois. En plus, tu peux très bien avoir un jour de beau temps, un match de football sur l'autre chaîne, tu peux avoir plein de trucs, plein de facteurs qui font que. Ou alors aussi, le public que tu visais n'est pas forcément un public qui regarde la télé, mais plutôt regarder sur internet ou en replay. Donc, ça veut rien dire en fait. Et je suis pas sûre que d'avoir des audiences de la part de gens qui regardent la télé soit forcément très flatteur. Bah maintenant, on avantage vachement les journalistes qui font de la quantité, quoi, c'est vraiment ça. Faut produire du reportage à toute blinde, faut prendre du temps et on peut pas courir dans tous les sens comme ça. Et je pense que le temps, c'est une vraie notion à approfondir, c'est un vrai problème à approfondir ici dans la société. C'est qu'on veut tout le temps aller plus vite. Et on devient fou avec ça, quoi. Et c'est vrai que ça fait peur. Moi, plus que le côté social à partir dans tous les sens, je me sens plus angoissée par rapport au nombre de choses que je fais à l'année. Tu sais, je me dis, ah, mais j'ai fait qu'un seul doc cette année, ah, mais j'ai fait qu'un truc machin, et les autres à côté de moi disent, ouais, mais j'ai fait 3 docs, je suis partie dans 15 pays. Et tu te dis, putain, mais en fait, je fous rien, en fait, je glande rien, en fait, c'est pas possible. Alors que j'ai l'impression d'être tout le temps en train de faire quelque chose, quoi, mais j'essaie de prendre mon temps, quoi, j'aime pas courir, j'ai horreur de ça. Et, euh, et là, j'angoisse, je me dis, mais merde, je travaille pas assez, je bouge pas assez, peut-être que je devrais faire plus de compromis sur certains trucs, parce que j'ai pu avoir de thunes, machin. Et ça, c'est plus angoissant que le côté partir partout. Parce que partir partout, c'est un côté un peu sexy, que les gens aiment bien, un peu aventurière. Peut-être des anecdotes, et on va inviter Camille, comme ça, c'est la reporter de guerre, c'est un peu le produit. Et elle va nous raconter ses anecdotes, elle va nous faire rigoler toute la soirée, tu vois. Et des fois, c'est un peu ça, tu trouves. De plus en plus, c'est toléré pour les femmes, donc c'est pas trop un problème au niveau société, c'est plutôt au niveau rythme. J'ai l'impression que le corps rentre plus vite que l'esprit, des fois. Il y a l'âme qui est en train de courir derrière et qui essaye de rattraper le corps, mais t'es absent. Il y a ce côté, au début, tu commences, t'as toujours une semaine ou deux où t'es un peu absent, quoi, t'es pas là. Maintenant, j'ai mes petites habitudes, tu vois, je sais que j'ai besoin d'aller faire beaucoup de sport quand je rentre, je vais aller beaucoup courir,
j'ai besoin de prendre l'air, tu sais, me mettre tout de suite à Paris, c'est pas forcément une bonne idée. Bon, des fois, j'ai pas le choix, mais des fois, j'essaie de partir un peu en Normandie et prendre l'air. Parce que la ville, c'est vraiment le choc, tu vois, Paris. À chaque fois, quand tu rentres, c'est vraiment. C'est hard, hein. Paris, c'est violent, au final, psychologiquement, je trouve, hein. C'est hyper, hyper violent, quoi. Et du coup, tu te crées tes petites routines comme ça de retour où tu essaies de trouver ton équilibre. Euh, Après, ça va, parce que tu es bien entouré, je pense qu'il faut être très bien entouré. Tu vois, faut pas se retrouver tout seul. Et puis, oui, ce qui fait du mal, c'est quand tu vois, par exemple, que quand il y a eu la prise d'Alep par Bachar el-Assad, dès que je pouvais pas partir, j'étais coincée en Inde, je travaillais pour une agence là-bas et tout. Tu dis, t'as tous tes potes qui sont là-bas, que t'as connu pas mal de fois, que t'es arrivé plusieurs fois, que putain, tous ces morts, tous ces combats, ces 3-4 années de combat pour rien, pour revenir au point de départ, c'est horrible. C'est là où tu craques. Et puis, tech Facebook maintenant, en plus, les orientaux, ils font beaucoup ça. Quand il y a un mec qui meurt, ils mettent sa photo de mec mort sur Facebook. Donc, tu prends ton petit déj le matin, puis t'as ton pote avec une balle dans le crâne, quoi, en photo sur Facebook. Tu fais bon. Et donc, il y a des trucs comme ça qui sont un peu chiants, tu vois. Ça te fout toujours dans une ambiance un peu bizarre, quoi. Et tu essayes de te remettre dans la vie quotidienne parce que j'aime pas ce côté un peu vous me faites tous chier avec vos problèmes, j'ai vu la guerre, j'ai vu pire. Toi, c'est dégueulasse, les gens qui t'attendent ici, toi, ils ont rien demandé. Ils ont leurs problèmes à eux, qui valent tout autant que les problèmes des autres. Et il faut être là quand même pour eux, quoi. Donc, tu vois, tu peux pas reprocher à quelqu'un qui vient à un endroit, qui travaille à un endroit, de pas connaître tout, tu vois. Les discours, je les entends. Il n'y a pas une vérité, il y a plein de couches de vérité. Et tu vois, on parle des Gilets jaunes. C'est vrai qu'au début, c'était très considéré comme un mouvement facho, par exemple, tu vois, vachement. La France, un peu de la campagne, qui pense qu'ils ont plus d'argent à cause des migrants, tu vois. Euh, Évidemment, je pense qu'ils ciblent mal l'ennemi, mais il y a une réalité quand même à prendre en compte dans ce qu'ils disent. Je pense que le côté migrant, ennemi, c'est à cause de ça qu'on n'a pas d'argent, est complètement faux. Euh, mais c'est normal qu'ils interprètent ça d'une certaine manière. C'est un peu logique. Dans toute société humaine, du moment qu'il y a une difficulté, on pointe toujours ceux qui sont étrangers. Quoi qu'il arrive, c'est toujours comme ça. Et on ne pourra pas changer l'homme là-dessus, je pense pas. Maintenant, nous, en tant que médias, déjà, on peut délivrer un message qu'aux gens qui sont prêts à l'entendre. Tu vois, tu fais un truc sur les migrants comme ça, les gens qui n'ont pas envie d'entendre le malheur de ces gens-là, ils ne l'entendront pas, quoi qu'ils veulent. Enfin, quoi que tu fasses, et du coup, tu touches toujours un peu que les gens qui sont déjà sensibilisés par la cause. C'est ça qui est toujours un peu dommage. Euh, le fait qu'on n'y croit pas vraiment, il y a un côté aussi, je pense que la télévision est trop aseptisée. En fiction, on n'a aucun problème à montrer des cadavres, à montrer du sang, à montrer tout. Puis quand c'est du documentaire, par contre, il faut tout flouter, il faut rien montrer, quoi. Et je pense que ça joue dans l'imaginaire des gens. Vachement, tu vois. Moi je suis pas pour flouter tout. Je pense qu'au bout d'un moment, la guerre, par exemple, c'est l'horreur. Enfin, il n'y a pas que de l'horreur. Il faut montrer des côtés aussi, des fois drôles, et moi, j'aime bien justement varier. Mais quand il y a un truc horrible, il faut pas forcément faire un close-up, pas forcément un plan très très rapproché, du plan large, t'es pas obligé de montrer les détails gore, mais il faut le montrer. Il faut que les gens ils sachent que même pendant la guerre, pendant la bataille de Mossoul, certes, l'armée irakienne combat l'État islamique, mais t'as quand même des cadavres d'hommes devant toi. L'État islamique, ça reste des êtres humains. C'est quand même horrible, tu vois. Et il faut pas l'oublier, tu vois, que même si c'est des terroristes, c'est quand même une sale guerre. C'est ça que j'aime pas aussi dans les reportages, c'est quelque chose côté héroïque, tu vois. C'est qui sont les gentils, qui sont les méchants, il faut tout de suite identifier. Et non, tu vois, non. Mais tu sais, avant la construction de l'Europe, la France était la France et ses ennemis étaient toujours l'Allemagne, l'Angleterre, c'était toujours autour. Là maintenant on a créé l'Europe, donc du coup nos ennemis ils sont dégagés un peu plus loin maintenant, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Afrique, c'est... Oh, tu sais, quand tu regardes avec un peu de recul, les cycles humains c'est un peu répétitif, hein, de toute façon ça sert à rien d'être déprimé, franchement ça sera comme ça toujours, quoi. Il y aura toujours des leaders qui arriveront, il y a toujours des mecs qui font des révolutions et ça continuera comme ça jusqu'à... Tu verrais dans les conflits, et t'as toujours ce côté, il y a toujours quand il y a je sais pas, un autre groupe ennemi, n'importe quel pays, tu peux être sûr qu'il y aura toujours des êtres humains, ils viennent violer nos femmes, quoi. Ils viennent voler et violer nos femmes. Et partout. Et tu retrouves ça encore dans le discours de l'extrême droite, hein, chez les mecs. Ouais, les migrants, ils viennent violer nos femmes et tout. Il y a cette peur patriarche qu'on vienne prendre mes femmes, tu vois, chez moi à l'ancienne. Et c'est toujours comme ça, tu vois. Et tu dis, mais c'est des millénaires qu'on répète cette histoire avec... aujourd'hui, par exemple, dans les révoltes qu'on peut voir... il y a une nuit debout, il y a les gilets jaunes, il y a les gens... Tout le monde ici déteste la société dans laquelle on vit. Il y a très peu de gens qui disent cette société est géniale. Je sais quoi, 0,001% de la population. Personne. Mais il y a ce côté où il n'y a plus d'ennemis visibles.
Et c'est ce que le capitalisme a créé un peu, tu vois. Avant, il y avait un leader, il y avait un président, il fallait couper la tête du roi et c'était bon, tu vois, on savait à qui on s'en prenait. Et l'humain a besoin de définir un ennemi pour sentir où il est, où il se positionne et où il se trouve. Et dans la société, on a vraiment de patauger dans la boue parce qu'on ne sait pas qui s'attaquer en fait. On a l'impression qu'on peut s'en vouloir qu'à soi-même en fait, parce que j'achète, parce que je consomme, parce que je fais ci, parce que je fais ça. Du coup, toi-même c'est ton ennemi quand en fait, et là du coup tu deviens complètement cinglé si tu penses que toi-même tu es ton ennemi. Et les multinationales, qu'est-ce que c'est les multinationales, les dirigeants, les classes politiques, ça ne représente rien en fait. C'est des gens qu'on ne voit jamais, tu sais même pas où ils habitent, tu sais même pas où ils sont, tu sais pas. Enfin, c'est vraiment que c'est virtuel presque, tu vois. Ils sont complètement intouchables et inaccessibles, presque comme si c'était pas des humains, tu vois. Et donc du coup on peut pas s'y en attaquer. Et je pense que c'est un vrai problème. C'est pour ça que ça a beaucoup de mal, que tout le monde est très malheureux, je pense, dans cette société un peu bizarre. Faut pas être triste, je pense, faut juste essayer de le comprendre. Et plus tu comprends, et plus tu peux essayer de faire quelque chose d'intelligent autour de ça. Tu peux te poser des questions, être parfois déprimé, et être très content de l'être, parce que c'est sain aussi, en fait, tu vois. C'est pas sain d'être tout le temps heureux, gay, comme on veut tout le monde nous faire croire, coach de vie, machin, il faut être parfait, performant, il faut être heureux, rigoler, faire plaisir à ses proches, mais t'as le droit de faire la gueule et d'emmerder tout le monde aussi, t'as le droit d'être bien comme ça aussi, toi. Pourquoi cette dictature? Non, c'est bien de se remettre en question, c'est bien des fois de se dire putain, ils nous font chier tous ces humains, et c'est n'importe quoi. Mais faut pas se dire c'est la fin, moi je vais me suicider, non. C'est allons-y, continuons à explorer ce monde complètement absurde dans lequel on vit et essayons d'en tirer quelque chose de sympa, je sais pas, et de vivre comme ça, quoi. Enfin, faut rien attendre de plus, je pense.